Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de l'Art du Mentaliste. Je suis donc avec Taha Mansour. Bonjour Alexis, comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, très bien. On va parler mentalisme aujourd'hui. Oui, et détection de mensonges. Détection du mensonge, ça c'est quand même un sujet. Alors je dois te dire quelque chose, je suis un peu déçu parce que je t'ai vu gratter ton nez et donc j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Ah, eh oui. Comment on fait? Tiens, c'est quoi de la détection du mensonge déjà? Par rapport à ce gag-là, cette histoire-là est basée sur une amie formatrice à moi qui avait fait une formation dans une entreprise et il y avait soi-disant un expert de comportement qui était venu avant elle et qui enseignait aux managers la détection de mensonges. C'est hyper simple. Si vous voyez quelqu'un se gratter le nez, c'est qu'il ment. Si vous voyez quelqu'un se gratter le menton, c'est qu'il dit la vérité. Ah d'accord. Du coup, je te vois en train de gratter ton menton, c'est bien. Du coup, j'ai trouvé ça honteux et scandaleux par rapport à la réalité de la situation. Il y a du tissu érectile sous le nez. Il y a du tissu érectile. J'ai entendu ça dans Lie to Me. Ah, bien vu. Lie to Me, d'ailleurs, on va en parler. Donc, cette fantaisie-là de détecter les mensonges, c'est quelque chose qui existe dans la fiction partout. On suit ça depuis Lie to Me, qui d'ailleurs est inspiré d'un vrai personnage qui s'appelle Paul Ekman. Docteur qu'on va avec Dr Paul Ekman, absolument, qui a fait énormément de choses pour la psychologie. Ensuite, il est rentré dans un truc un peu trop, disons, son envie de gagner de la thune a gagné par-dessus son sérieux scientifique, malheureusement. Donc au début, moi il me semblait que ses travaux au départ étaient très intéressants. C'était super intéressant. Ouais. Complètement. Ouais. Donc on va explorer ça et la question effectivement c'est comment détecter les mensonges? Est-ce qu'il y a vraiment des moyens pour détecter les mensonges et qu'en est-il aujourd'hui des recherches et des travaux là-dessus? Alors, on va revenir du coup sur Paul Ekman. Paul Ekman est un personnage qui voulait mélanger psychologie et études anthropologiques. Déjà c'est super intéressant. Oui, complètement. Pour voir est-ce qu'il y avait des points communs entre les différentes cultures et les différentes sociétés autour du monde. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a dit alors, Paul Ekman? Ce qu'il a réalisé avec son équipe, c'était que dans ses premiers travaux, il avait fait beaucoup de travaux sur les émotions, d'abord. Et notamment, c'est lui qui a découvert ce concept-là de micro-expression. Le mot aujourd'hui qu'on utilise énormément associé au mentalisme, c'est Paul Ekman qui l'a trouvé, qui l'a développé. Son idée était de se dire que les émotions, peu importe leur nature, en fait, étaient traduites dans le visage d'une manière universelle, peu importe les cultures, par un usage d'une certaine combinaison de muscles qui a été hyper trié avec des caméras hyper rapides qui, selon lui, durait 1/10 de seconde et qui traduirait cette émotion-là. Pour lui, il y en avait 7 universelles, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, le dédain et la surprise. C'était les 7 universels et il a étudié avec son équipe plein de différentes cultures et il a réalisé que c'était les mêmes qui revenaient un peu partout. Plus tard, juste après ça, disons que le FBI a trouvé derrière ça un truc intéressant et se sont questionnés sur la détection de mensonges. Donc ils lui ont demandé si ces travaux pouvaient servir pour détecter les mensonges. Si effectivement on avait un moyen objectif d'analyser les vidéos des gens pour voir des émotions sincères, peut-être que du coup, on pourrait voir des émotions non sincères. Et donc, naturellement, c'est le FBI qui a contacté Paul Ekman pour faire des recherches sur la détection de mensonges. Ok, super intéressant. Et son objectif, du coup, c'était ça. C'était de voir si, oui ou non, on pouvait trouver ça. Alors, aujourd'hui, le travail sur les émotions a beaucoup été remis en question, notamment sur les micro-expressions. On sait qu'elles existent, mais on remet en question leur côté universel. On met en question aussi leur côté inné. On dit que certaines émotions, notamment le sourire, seraient plutôt acquis par un apprentissage. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les travaux initiaux de Paul Ekman, il y avait quelque chose qui était assez intéressant sur la posture du détecteur de mensonges. Okay. Paul Ekman, dans son livre Telling Lies, qu'il a écrit en 2009, parlait notamment sur le fait que la détection de mensonges n'est pas une science objective, mais que c'est un jeu de pouvoir entre la personne qui essaye de détecter et la personne qui se fait détecter. Un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de détection de mensonges sans parler de la posture de la personne qui essaye de détecter les mensonges. Okay. Comme par exemple, je ne pourrais pas parler d'hypnose sans parler de la posture de l'hypnotiseur. Ouais. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que dans ses travaux, il a parlé de comment
dans la posture du détecteur, je peux mettre en place des choses, des stratégies qui peuvent pousser la personne à soit avoir moins de chances qu'elle me mente, ou alors que j'exagère les réactions type de mensonge que je puisse voir chez elle. Ça, c'était très intéressant dans ces travaux. Ce qui s'est passé par contre après, c'est que comme il y a eu une volonté de la part du FBI et d'autres personnes de se former d'une manière un peu hyper stricte et objective à détecter le mensonge. Et oui, il fallait que ce soit simple en fait, pour que ce soit enseignable facilement. Hyper rapidement, et donc il a développé son Ekman School, son école d'Ekman. Ah oui, la fameuse. Exactement, qui en gros te disait en quelques jours apprends à détecter les mensonges. Mais je crois même qu'il y a une légende qui dit que Paul Ekman il peut contrôler tous les muscles de son visage. Ah c'est vrai ? J'avais lu ça, et en vérité j'ai même déjà vu une vidéo de lui où c'est vrai qu'il fait des têtes un petit peu bizarres, tu vois. Donc je sais pas s'il peut contrôler tous les muscles de son visage. En vrai ça serait intéressant s'il a passé énormément de temps avec beaucoup de gens de différentes cultures. Ça serait marrant qu'il puisse contrôler ça. Bah, c'est surtout marrant d'imaginer qu'à un moment il était devant son miroir et il faisait plein de têtes, tu vois, pour... pour voir quelles sont les différentes émotions que ça fait. Ouais. Dans tous les cas, il ne faut pas non plus complètement tout rejeter. Ouais. Il y a des études qui ont montré que se mettre dans une position du visage a un impact direct sur les émotions. Ami que dit. Amy Cuddy, ouais. effectivement, les Power Poises, les liens seront aussi dans la description. Il y a eu une autre étude qui a été faite où en fait on a demandé à des gens de regarder des Looney Tunes. Okay. La moitié des gens avaient un stylo dans la longueur dans la bouche, donc ça écartait un peu comme si ça faisait un I. Okay. Et l'autre moitié du groupe devait tenir le stylo pour faire un cul de poule. Okay. Donc le stylo était en longueur comme un O, en gros. Et on leur faisait regarder des Looney Tunes. Et ensuite, on leur demandait de noter sur une échelle de 1 à 10 à quel point c'était drôle. Et bien, les gens qui le tenaient comme un I trouvaient les Looney Tunes beaucoup plus drôles que les gens qui le tenaient comme un O. Alors que c'était les mêmes profils de personnalité, etc. Donc oui, le corps a un impact, il y a un lien. Mais est-ce que c'est le corps qui... parce qu'il me semble que justement dans les travaux d'Amy Cuddy, il y a ce questionnement-là entre est-ce que c'est le fait que je souris qui me rend heureux ou est-ce que c'est parce que je suis heureux que je souris? Ce truc-là entre les liens a beaucoup été remis en question. Aujourd'hui, dans la dernière conception, on dit que les sens, les capteurs du corps, analysent une situation, mettent le corps dans une certaine position, et c'est la position du corps qui déclenche les hormones qui nous font vivre l'émotion. Donc ça voudrait dire que la réaction corporelle précède l'émotion personnelle vécue. Super intéressant ça. C'est la raison pour laquelle on a peur quand on a froid. Parce que quand on a froid, on tremble, et donc ça envoie un signal de peur au cerveau, qui tremble lorsqu'il a froid. C'est hyper intéressant aussi de voir ça. Il y a eu des études là-dessus. Le souci d'un point de vue détection d'un mensonge, c'est que du coup, disons que probablement Ekman était intéressé par l'argent. Donc, a développé ce truc-là hyper de vous suivez la formation, vous pouvez devenir les meilleurs détecteurs du monde. Et en fait, à la fin, il y avait un examen qui était simple, où on mettait les gens face à... et si vous voulez le faire, en fait, si vous vous connectez, ça coûte des milliers de dollars pour passer ça, hyper cher. J'avais voulu le faire à l'époque d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, j'avais vu que c'était super cher, il y a aussi des alternatives où tu peux t'entraîner à la détection des micro-expressions. Je me suis beaucoup entraîné à la détection des micro-expressions. Eh ben, ce que je vais te dire peut-être va te faire changer d'avis sur les micro-expressions. Bah, ça m'a jamais servi en tout cas. Ah bah, très bien. Au contraire même, j'avais même vu une étude d'ailleurs qui montrait que si on donnait des tips sur la détection du mensonge à des personnes, ils étaient plus mauvais que des gens qui... Exactement. En fait, il y a eu une méta-analyse qui a été faite sur les experts qui sortaient. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'était l'exemple, le test qui était fait d'Ekman? C'était qu'on leur montrait des visages qui duraient 1/10 de seconde. Justement, selon lui, c'était ça, la durée des micro-expressions. Et juste vous, avec ce flash-là, vous deviez rapidement reconnaître que c'était de la joie, de la tristesse, de la colère, etc. Les gens qui devenaient excellents à cet exercice devenaient moins bons à réellement détecter les émotions et les mensonges dans la vie quotidienne. Donc ça veut dire qu'ils étaient tellement façonnés à ressentir rapidement des micro-expressions qu'ils étaient moins capables de ressentir les vraies émotions chez les gens. Et c'est ça qui a fait la différence avec notamment les dernières recherches, Amy Cuddy et d'autres, où en fait les émotions ne sont pas reliées à des micro-expressions, mais à des expressions. C'est pas des trucs qui durent 1/10 de seconde. C'est le corps qui sourit, c'est le corps qui se met dans une certaine position, mais que ça dure des secondes, voire même des minutes, où l'on voit ce processus-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Il y a certaines personnes qui ont aussi entendu ce mythe qui est sorti de la PNL, qui était de pour détecter les mensonges, si les personnes regardent à droite, c'est qu'elles mentent, si les personnes regardent à gauche, c'est qu'elles disent la vérité. Ceci est à complètement jeter à la poubelle. Complètement. Ça vient d'un neuromythe qui est le cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit créatif, cerveau gauche analytique. Ça d'ailleurs, au passage, c'est un mythe aussi, hein, dégageons-le. Complètement. Ça c'est nulle part. On en parlera après potentiellement des neuromythes, mais ça n'a aucune validité scientifique. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même détecter le mensonge? Ça existe quand même? Alors, du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a certaines études qui ont quand même essayé de voir si oui ou non il y avait des tests. C'est beaucoup plus nuancé que ce que Paul Ekman disait, du coup, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place, notamment la question de la baseline. La baseline, c'est quoi? C'est dans l'idée de comparer le comportement naturel d'une personne par rapport à son comportement sous le mensonge. Et là où on va éviter le signal absolu d'un mensonge, il y a certaines études qui ont montré que il est possible que pour détecter un mensonge, ou en tout cas pour détecter un fort stress dans un contexte donné, on puisse comparer le comportement d'une personne dans cette situation donnée par rapport à son comportement classique dans la vie quotidienne. Oui, du coup, l'idée, c'est un petit peu que si je suis en train de te mentir, je suis dans un contexte qui est peut-être un petit peu plus stressant, avec un peu plus d'enjeux. Exactement. Et donc, du coup, mon comportement par rapport à quand je suis chez moi en train de regarder la télé, il est un petit peu différent. C'est pas la même chose, ouais. Okay. Et ça donne des indices alors? C'est ça. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu mentionnais la semaine dernière sur les états de conscience modifiés. C'est-à-dire que l'état de mensonge est un état, on va dire, modifié, où tu es obligé d'inventer des choses pour convaincre l'autre. Donc, naturellement, ça va te faire changer des choses. Ah oui, c'est pire si je suis en train de construire le mensonge en même temps que je te parle, quoi. Exactement, c'est très compliqué. Donc, quelles sont les choses qui ont montré leur efficacité? Alderweireld, du coup, qui a écrit Detecting Lies and Deceit, a voulu faire une méta-analyse sur toutes les plus grosses études qui ont été faites ces dernières années pour voir est-ce qu'il y avait des signaux de mensonge qui étaient régulières. Ce qu'il a réalisé, c'est que le visage était extrêmement expressif, néanmoins peu fiable. C'est-à-dire qu'on réalisait qu'il y avait énormément de signaux qui sortaient, qui étaient testés dans plein de différentes études. Par contre, ces signaux-là qui étaient remarqués, dans certains cas, c'était des signaux de mensonge, dans d'autres cas, c'était des signaux de vérité. Et donc, c'était très, très, très variable. Oui, en gros, pour la détection du mensonge, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne servait pas à grand-chose. En revanche, le corps, plus particulièrement, la séparation entre, c'est-à-dire la distance moyenne entre les mains et le corps, l'usage qu'il appelle des fléchisseurs, c'est-à-dire les doigts. Est-ce que vous utilisez vos doigts, vous parlez ou pas? Est-ce que les doigts sont collés ou est-ce qu'elles sont séparées? Est-ce que les bras bougent quand la personne parle ou est-ce qu'au contraire elles sont fixes? Est-ce que les jambes sont pliées? Est-ce que le bassin est tourné dans une certaine direction? Ça, c'était très peu expressif. Donc ça veut dire qu'il y avait peu de signaux qui sortaient. En revanche, ces signaux étaient assez fiables. Et donc ça voudrait dire que pour détecter un mensonge, il vaudrait mieux analyser la baseline, donc le comportement classique d'une personne corporellement, plutôt que le visage. Sur la base de ça d'ailleurs, moi quand j'étais à Centrale, avec des amis, on a fait un projet ingénieur de monter une IA pour détecter les mensonges grâce à une caméra en se basant sur ça. Et donc ce qu'on a fait, les résultats étaient assez forts pour un projet étudiant en deuxième année fait sur une Kinect, quoi. Donc on a pris une Kinect. On l'a vraiment fait. On a fait passer énormément de personnes et l'idée c'était qu'on faisait passer un groupe de 5 personnes. Une personne parmi 5, le contexte était dans un aéroport. Et une personne parmi 5 devait avoir un cachet de drogue sur eux. Pour vraiment créer un enjeu, qui était d'ailleurs un truc que Ekman avait réalisé, qui pour le coup est beaucoup utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on veut avoir des signaux forts, plus il faut augmenter l'enjeu. Oui, puisque du coup, il faut stresser la personne en fait. Exactement, c'est ça. Si je te dis de mentir là pour me raconter une blague, tu vas pas me donner les signaux des mensonges. Mais attends, juste, si on me faisait passer un interrogatoire, moi, là, il y a des chances que je serais stressé, même si je dis la vérité, tu vois. Donc du coup, comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait ça? C'est justement le souci qui était du polygraphe. Le polygraphe, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la machine qui est vue dans plein de films où on connecte les gens à plein de trucs et c'est un espèce de main qui dessine des gribouillis. Et tu as un mec qui est un polygrapheur, c'est un vrai métier. Et il porte des lunettes. Il porte des lunettes, c'est très important. Pour revenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, il porte des lunettes, une blouse souvent. Absolument, comme ça il est hyper expert. Et soi-disant, ça permettait de détecter les mensonges. Beaucoup d'études ont été faites et en fait, ça a montré rien du tout. C'est pas du tout fiable, ça ne donne rien du tout. Dans le meilleur des cas, ça permettait de détecter le stress. En fait, le polygraphe disait que
en analysant la respiration et le rythme cardiaque, on pouvait détecter un mensonge. Sauf que je peux respirer plus rapidement, comme tu l'as dit, effectivement, si je suis stressé dans un interrogatoire. En revanche, où est-ce que le polygraphe peut être intéressant? Et c'est là où du coup on a utilisé ça pour notre expérience à Centrale. Les expériences initiales de Paul Ekman, ça c'est des choses qu'on utilise toujours aujourd'hui, ont réalisé 2 choses. La première, c'est que si le menteur ou la personne que l'on teste est convaincu qu'on a réellement des capacités de détecter son mensonge, elle sera beaucoup moins capable de mentir. Ou alors, si elle va mentir, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts et donc, ça va générer des signaux beaucoup plus visibles. Je m'explique. Si toi, là je suis en train de parler avec toi, tu ne me connais pas et toi, tu es convaincu, tu as une croyance interne que, en fait, tu es le meilleur menteur du monde. Okay. Tu seras complètement à l'aise de me mentir. Ouais. Moi, je veux pas ça. Si par contre, moi, la première fois que tu me rencontres, tu me vois en train de passer un interrogatoire à quelqu'un et tu me vois le coincer sur un espèce de petit adjectif et tu me vois lui dire non, là tu m'as menti, ta chemise n'était pas bleue, elle était rouge. Oui. Tu veux me mettre dans un état dans lequel je considère que tu es un super bon détecteur. Exactement. Okay. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite pour les parents et d'ailleurs, s'il y a des parents qui nous écoutent, le seul fait de dire à vos enfants écoute, ça sert à rien de me mentir parce que je te connais très bien, c'est moi qui t'ai mis à la vie. En fait, il y a plus de 70 à 80% de chances que votre enfant arrête de vous mentir. Puisqu'il se dit, ça ne sert plus à rien. Ouais. Et d'ailleurs, justement, on pourrait se dire que si j'ai l'impression que tu es un super bon détecteur de mensonges, je vais déjà avoir un peu moins tendance à te mentir. C'est ça l'idée. Ouais. Et en fait, du coup, ce qui est utilisé dans la police aujourd'hui, dans le FBI ou dans la police classique, quand ils vous disent, écoutez, nous on a étudié énormément de cas, n'essayez pas de nous mentir parce qu'on saura quand. C'est uniquement déjà pour augmenter ce truc-là. Parce qu'on veut juste que les gens disent la vérité. Ça, c'est la première chose. Donc là, déjà, je sais que si je passe un interrogatoire, parce que j'ai Oui, tu nous caches des choses dans ta vie, Alexis. Voilà, j'avoue. Bon, tout ça, voilà, les autres, n'hésitez pas à utiliser ces informations-là, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai qu'une personne du coup qui passera à l'interrogatoire, faut qu'elle se dise quoi qu'il arrive, tranquille, pour pouvoir mentir comme elle veut. C'est ça que, je ne vais pas que tu nous dis. Merci, je ne vais pas me prononcer pour les criminels qui nous écoutent. Tous les auditeurs sont bons, hein. Mais... Donc ça, c'est la première chose. Ce truc-là de créer une capacité forte. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été utilisé et qui est toujours utilisé aujourd'hui par les polygraphes. Le FBI aujourd'hui… Donc, on ne peut pas l'utiliser pour détecter le mensonge, mais on peut quand même l'utiliser en fait. Oui, pour donner l'illusion qu'on peut détecter le mensonge. Okay. Et aujourd'hui, le FBI, notamment dans certaines situations, utilise le polygraphe avec un tour de magie, littéralement un tour de carte. Okay. Où ils disent à la personne, bien, on va tester le polygraphe, pour savoir ça, on va faire un choix aléatoire. Donc, ils donnent un paquet de cartes à la personne. Ils lui font choisir, soi-disant, sa baseline, en lui disant son prénom, sa date de naissance, etc. pour calibrer. Oui, tout ça, c'est faux, du coup. La base. Ouais. Alors ça, pour le coup, ils disent, le polygraphe dit que tu dis la vérité. Oui. Et ensuite, ils lui font choisir une carte. Après, ils lui disent, là, tu as le droit de nous mentir ou de nous dire la vérité sur ta carte. Et ils lui disent, est-ce que c'est rouge ou noir? Et la personne répond ce qu'elle veut. Et en fonction de ce qu'elle répond, à chaque fois, le polygraphe répond juste. Et la personne, par exemple, je sais pas moi, si là tu pensais aux 4 de trèfle et tu me dis rouge, moi j'analyse le polygraphe, je te dis ah, le polygraphe il dit que tu mens. Et après tu me dis du trèfle et je dis ah, le polygraphe il dit que tu dis la vérité. Ouais. Et comment ils font du coup? En fait c'était un paquet avec toute la même carte. Okay. C'est vraiment un tour de magie. C'est okay. Vraiment ils savent la carte que la personne pense. Ok, donc du coup ils lui font croire qu'avec le polygraphe ils peuvent l'analyser. Ils peuvent faire ça. Ouais. Mais en réalité ils ne savent pas. Ce que ça fait, c'est que ça augmente la pression chez la personne. Ah bah oui. Et ça le pousse à plus dire la vérité. Et les études ont montré que, en fait, la personne sera plus capable de dire la vérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été utilisée et qui a été développée dans les premières études d'Ekman, qui est aussi beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'enjeu. Comme on l'a dit, en fait, on ment tous dans la vie quotidienne. Oui. Quand je raconte une blague, je suis en train de dire quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est vrai. Donc, je suis en train de mentir. Pourquoi je n'ai pas les signaux de mensonge? C'est parce que je n'ai pas d'enjeu. Si par contre, je sais que là, si tu me captes, je risque de la prison, et en fait, il y a un enjeu. Donc, je vais m'efforcer à te prouver que ce que je dis est la vérité. Ah, me le surprouver même en fait. Exactement. Ouais. Or, si je te disais la vérité, je ne vais pas être dans une capacité à surprouver puisque je sais que je dis la vérité. Oui. Donc, je suis rassuré avec moi-même. Ouais. Plus l'enjeu est fort, plus si on dit la vérité, on est rassuré, et plus en fait, ça crée une différence entre la personne qui ment et la personne qui dit la vérité. Donc la détection du mensonge, ça pourrait être, là jusqu'à maintenant, un mixte entre créer un contexte dans lequel tu penses que je suis un très bon détecteur et augmenter l'enjeu. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
aujourd'hui, par exemple, quand vous faites un crime, la première chose que les policiers vous disent, c'est… Que tout le monde fait. Hein, par exemple, si quand vous faites un quand vous faites… Oui, c'est vrai que… Parce que tout le monde fait ça. La prochaine fois que vous ferez un crime, Testez-le d'ailleurs, comme je vous dis, le petit tips à la fin sera autour de… ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, pour les personnes qui font des crimes, on leur dit, quand on les prend en interrogatoire, on leur dit, n'essayez pas de nous mentir, car si vous mentez, votre peine sera 2 fois plus longue plus longue. En fait, ce n'est pas parce que le mensonge c'est mauvais et éthiquement, comme vous avez menti, oh là là, méchant vous, vous prenez 2 ans de plus de prison. Oui, il n'y a pas une loi qui dit ça en fait, particulièrement. Alors si, il y a une loi qui dit que sous mensonge, la peine sera plus forte. Mais la raison de cette loi-là n'est pas parce que moralement le mensonge est mauvais. C'est juste que en connaissance de cause de cette loi, l'enjeu est plus fort de mentir. Ah, donc cette loi, elle existe pour la détection du mensonge, tu dis ? Absolument. Génial. C'est-à-dire qu'elle a été développée pour, à la base, de si tu sais, toi, que si tu es capté en disant un mensonge, tu prends une plus grande peine que si tu disais la vérité. Déjà, ça va te pousser à dire la vérité. Ou alors, 2, si tu veux mentir, ça va augmenter l'enjeu. Puisque tu dis, ah ouais, quand même, là, si je vais mentir, je risque encore plus. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment ce mélange de ces deux-là, d'augmenter l'enjeu et de créer un contexte. Ces trucs-là, mélangés avec les trucs du corps de Alder de Vrij, on les a utilisés à l'expérience de Centrale. Et je voulais vous partager ça parce que les résultats étaient assez intéressants. Donc, on a pris des batchs de 5 personnes à chaque fois. Ces personnes-là devaient, entre elles, se décider d'une personne qui devait tenir un sac de drogue. C'était un sac de farine. On voulait quelque chose qui est hyper réaliste. De farine, oui. De farine, oui. On avait un gros budget. Étudiant en 2e année en école d'ingénieur. Et en fait, pourquoi le sac était important ? C'était pour augmenter l'enjeu. C'est-à-dire que quand la personne, on lui dit « Avez-vous quelque chose à déclarer ? Avez-vous un sac sur vous ?» La personne a réellement un sac sur elle. Et donc, ce n'est pas juste « Je joue un jeu de rôle et je fais non, je n'ai pas de la farine, etc. » Elle sent le poids, en fait, dans sa poche arrière. Et du coup, ça augmente l'enjeu, qui pour nous était un moyen de se rapprocher d'une personne qui la cache dans son ventre ou dans sa tête. Ou dans plein de mais on pourrait même imaginer que c'est encore pire si on a vraiment de la drogue sur soi, quoi, en fait. Exactement. Et nous, on voulait justement, parce qu'on aurait pu se dire, je choisissais un papier et la personne qui a ce truc-là ment. Mais en fait, on n'a pas l'enjeu derrière, on n'a pas le réalisme. Donc, on voulait augmenter l'enjeu comme ça. La deuxième chose, c'était de créer une baseline. Et à partir de là, on a mis une Kinect qui, du coup, la Kinect ne prend pas le visage. Elle prend uniquement, vous voyez, la Kinect, c'est le truc qui vient avec la Xbox 360. C'est une vieille techno, mais qui prend uniquement, qui transforme votre corps en stickman avec des points au niveau du bras, au niveau des fléchisseurs et au niveau des membres. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a codé à l'intérieur de cette Kinect-là les règles générales qu'on a pu voir dans Alder Vrij. Et on a codé ça en moyenne des points. C'est-à-dire, quelle est la moyenne entre les doigts et le centre de la main ? Quelle est la moyenne entre la main et le corps ? Quelle est la moyenne entre les pieds et le bassin ? Juste des moyennes comme ça. On leur posait à chaque personne 3 questions d'affilée. Et ensuite, on leur demandait la question test qui était « Avez-vous de la drogue sur vous ? Avez-vous quelque chose à déclarer ? Avez-vous de la drogue ?» Ce que le code faisait ensuite, c'était que ça comparait le résultat de ce truc-là à la moyenne des 3 questions initiales. Puis, parmi le batch de 5, la seule chose qu'on savait, c'était que dans les cadres de l'expérience, on savait qu'il y avait une personne qui avait de la drogue pour avoir quand même des statistiques. Et après, on devait… par contre, on n'utilisait pas ça dans le test. La seule chose qu'on savait, nous, c'était qu'on pouvait comparer ça à la réalité. Par contre, elle, la machine, devait juste comparer. Si elle voyait une différence suffisamment forte, dans ce cas-là, elle disait « cette personne-là a de la drogue ». Sinon, elle disait la vérité. Elle disait que la personne passe. Et c'était quoi votre pourcentage alors ? Les résultats, c'est ça qui était intéressant, c'est que les résultats du hasard dans ces conditions-là, c'est 20%. Parce que, comme il y a une personne sur 5, nous, ce qu'on a eu, c'était 62. Ah ouais, c'est énorme. Donc, c'était hyper intéressant. C'est vraiment énorme. C'est loin d'être quelque chose qui peut être appliqué de manière commerciale. Parce que ça voudrait dire que quand même 40% des gens, soit on les loupe, soit au contraire 40% des gens sont, on va dire, pris d'une manière pour leur poser honnête. des questions, etc. Voilà, donc ça pose des questions, mais néanmoins, ça a quand même montré un résultat qui a largement dépassé le hasard.
Surtout que ça, c'est la version avec une technologie Une Kinect ancienne, etc. fait par des ingénieurs de deuxième année. C'est très important de le connaître, ça. Donc, les résultats étaient assez forts. Ah ouais, carrément. Et la dernière chose que je vais vous partager, c'est une étude qui a été faite par Deepak Malhotra en 2012, et je la trouve très marrante, qu'il a appelé l'effet Pinocchio. Dans un jeu, ils ont réalisé en fait que les menteurs dans le jeu avaient tendance à allonger leurs phrases avec des chiffres, des données parfois inutiles et des vulgarités. Je m'en souviendrai quand je jouerai au loup-garou. Comme ça, tu le sauras. En moyenne, je crois que les phrases étaient plus longues de 30% Ok. que les phrases des personnes qui disent la vérité. Ce qu'ils ont trouvé aussi qui était marrant, c'était que les personnes qui étaient stressées ou en tout cas qu'on les mettait dans un contexte où tout le monde pensait qu'ils disaient un mensonge alors qu'ils disaient la vérité, allongeaient aussi leurs phrases. En revanche, n'ajoutaient pas le même type de contenu. Ok. Les menteurs ajoutaient des faits et des vulgarités, alors que ceux qui disaient la vérité mais qui croyaient que tout le monde les pensait coupables, ajoutaient des émotions, des mots émotifs et des vulgarités aussi. C'est-à-dire que le menteur essaie de se surjustifier en rajoutant des chiffres et des données. La personne qui dit la vérité et qui ne comprend pas pourquoi on le juge, allonge aussi ses phrases, mais se justifie par des émotions et par son vécu. Oui, donc par exemple, si je reprends l'exemple du loup-garou, Vas-y. ce serait une personne qui dirait mais non, je suis pas loup-garou, regardez, vous avez bien entendu que le bruit, il était plutôt de ce côté-là, quelque chose comme ça. Pour les personnes qui connaissent le jeu. Hein, Ouais, voilà. Et une personne qu'on accuserait à tort et tout le village commence à dire on va voter pour toi, elle dirait plutôt un truc comme ah mais c'est super méchant, non, je vous dis que c'est pas moi. Exactement, c'est ça. Ça me rend triste. Et c'est quelque chose que l'on remarque en fait dans les jeux. Pour celles et ceux qui jouent au loup-garou, je vous invite à regarder ça. Voilà. Donc vous remercierez Deepak Malhotra pour cette source-là. Et c'est quoi notre tips de la semaine là du coup ? Absolument. Pour ce tips-là, moi, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est comment vous entraîner à faire ça. Eh bien, jouez au jeu 3 vérités et un mensonge. C'est un jeu qui est très simple, où vous demandez à une personne de penser à 3 vérités sur elle et un mensonge. Elle le met dans n'importe quelle case, 1, 2, 3 ou 4, sur elle. Pourquoi c'est important ? C'est que comme vous allez avoir 3 vérités, la seule chose que vous avez à faire… La baseline. Exactement. Donc même si vous ne connaissez pas cette personne, la seule chose que vous devez vous dire, c'est en moyenne, sur les 4 phrases, quel était son comportement, et ensuite quelle est celle qui sortait du lot. Plus vous allez faire ce jeu-là, plus vous allez vous entraîner à voir cette différence-là. Et donc les deux choses à tenir en compte, c'est le contenu des phrases et le corps. Est-ce que c'est des faits ? Est-ce que c'est des émotions ? C'est ça. Est-ce que ça s'allonge ? C'est ça. Et ensuite, est-ce que c'est le corps ? Est-ce qu'ils utilisent plus les fléchisseurs ou pas ? Est-ce qu'ils osent les épaules ou pas ? Le fléchisseur, c'est dans les doigts, hein, pour c'est les les personnes doigts. qui nous écoutent. Exactement. Et ensuite, par contre, vous oubliez le visage. Ouais. Le visage qui, lui, n'est quasiment pas du tout fiable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a déjà joué à ce jeu-là et c'est vrai que tu regardais pas du tout mon visage en fait. Tu avais plutôt tendance à regarder justement mes mains, mes épaules, etc. Oui, c'est vrai. Et fun fact d'ailleurs, quand on l'avait fait, parce que quand j'avais dit à Alexis qu'on allait faire un épisode sur le mensonge, il m'avait dit bah tiens, teste-moi, je vais te faire 3 vérités et un mensonge. Et à la fin, je lui avais sorti, j'ai vraiment un bug parce que je ne sais pas lequel est un mensonge. Ouais. Et j'avais du mal parce que pour moi, les 4 étaient une vérité, donc j'avais vraiment un doute. Et je me dis bah il est trop fort. Et du coup. Et en fait, j'avais dit 4 vérités. Pas exprès. C'était pas volontaire, mais du coup, il est très très fort. Ça me fait très plaisir. Eh bien, merci pour cette semaine. On va parler de quoi, tiens, la semaine prochaine ? La semaine prochaine, un sujet palpable, l'argent et la psychologie. L'argent et la psychologie. L'impact que l'argent a sur votre psychologie, que ce soit d'un point de vue quotidien et dans différentes expériences, et comment vous pouvez utiliser l'argent à votre avantage. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.